faut-il un référendum? Je posais la question en deuxième partie. Voilà, donc notre politique migratoire aujourd'hui, c'est de dire que c'est la faute à l'Italie. Bah oui, on lui en veut beaucoup d'avoir refusé à l'Ocean Viking d'avoir avalé 3 couleuvres, 3 bateaux humanitaires qui ont débarqué, et d'avoir refusé de gober la 4e, c'est-à-dire l'Ocean Viking, sachant qu'au total, les Italiens nous ont quand même rappelé ce chiffre. Ils ont vu débarquer sur leur côte 90 000 migrants depuis janvier, mais apparemment ça compte pas face à l'offense qui a été faite à la France de l'obliger de recevoir donc le bateau à Toulon. Alors, ce que demande la France à l'Europe, c'est quoi très concrètement, les fameuses suites à donner dont vous avez parlé. Oui. En fait, c'est que la France dit on a conclu un accord de relocalisation pour, sur ces 90 000 migrants arrivés en Italie, en prendre 8 000 et les ventiler, les dispatcher dans toute l'Union européenne. Et donc Gérald Darmanin dit on va casser cet accord pour punir les Italiens. Donc vous voyez, en fait, ce qui est formidable, c'est que pour 230 réfugiés accueillis, qui vont être ventilés dans l'Union européenne, et ceux de l'Ocean Viking, on va en refuser 3500. Et tout ça au nom de la solidarité européenne bafouée. C'est quand même, vous goûtez l'ironie quand même de cette histoire. C'est quand même génial. Et alors, au moment où on se brouille avec l'Italie, par ailleurs, vous avez vu qu'on trouve un accord avec les Britanniques pour lutter contre les traversées dans la Manche. Donc on se brouille avec un partenaire européen pour se rabibocher avec un autre qui a quitté l'Union européenne. Encore quelque chose d'assez ironique, je trouve. Donc moi, je me demande s'il n'y a pas quelque chose un peu du syndrome de Stockholm là-dedans, dans cette histoire-là. Le syndrome de Stockholm, vous savez, c'est quand un otage se met à adopter le point de vue de son geôlier. Donc voilà, maintenant qu'on a les Italiens, on comprend mieux ce qu'on fait vivre aux Anglais. Et donc on a envie d'être pour eux de bons garde-côtes qui bloquent bien les illégaux, comme on aimerait que l'Italie le fasse, sans se plaindre au passage. Voilà. Et tant pis si dans cette histoire, la France prend la position humiliante quand même de sous-traitante vis-à-vis de Londres. Donc rien que sur les événements des 4 derniers jours, il y a quand même de quoi sourire. Quelle première leçon peut-on tirer, Dimitri, de cette séquence migratoire, justement, autour de l'Ocean Viking? Alors d'abord, une impression, moi j'ai eu un peu l'impression de revivre 2015, la grande crise migratoire, enfin la crise de l'accueil, comme certains l'ont appelé, le pic migratoire en moins. C'est-à-dire qu'en fait, on est sur une moyenne. Il n'y a pas plus de migrants statistiquement cette année qu'il n'y en a eu en moyenne sur les 10 dernières années. Voilà. En revanche, on retrouve tout à fait la confusion, l'impréparation qui nous a sauté aux yeux, qui nous a éclaboussé, en 2015, où à l'époque on était pris au dépourvu. Aujourd'hui, on n'a pas cette excuse. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'impréparation, c'est devenu le mode de gestion. Et en fait, c'est très pratique. Ça a des avantages. Ça permet toutes les mises en scène. Donc par exemple, en 2018, la crise de l'Aquarius, ça a permis à Emmanuel Macron d'afficher sa fermeté. Par 2 fois, il refuse le bateau. Là, au contraire, il y avait besoin d'affirmer une forme d'humanité après l'affaire Grégoire de Fournas, donc on accueille l'Ocean Viking. Vous voyez la souplesse que ça autorise de ne pas avoir de politique migratoire un peu carrée. Et au passage, ça nous permet de punir les Italiens qui votent mal. Bah oui, ils ont élu des fascistes. Maintenant, j'ai vu qu'à la France Insoumise, on n'appelle plus les Italiens, on les appelle les fascistes. Formidable. Alors, l'inconvénient de tout ça, c'est qu'on ne tranche pas entre les 2 lignes, les 2 extrémités du spectre autour de cette question migratoire. C'est soit on fait l'Europe forteresse, l'Europe fermée, soit on fait l'Europe ouverte. Alors, cette Europe qui fédère donc les humanitaires, qui nous disent sans arrêt, on en avait parlé hier avec Mathieu, mais s'il y a des passeurs, c'est parce qu'il y a des frontières, donc abolissons les frontières, c'est logique. Et aussi les pragmatiques qui trouvent un peu bête, si vous voulez, de laisser se noyer de la bonne chair à retraite. Parce que finalement, c'est ça, l'objectif du migrant qui vient travailler. Pour beaucoup de gens qui considèrent, les libéraux notamment, qui disent laissons-les venir parce que ces gens-là vont travailler pour payer nos retraites quand nous serons vieux et que nous serons insuffisamment nombreux pour financer toutes ces cotisations. La chair à retraite. L'expression, je la trouve assez forte, mais ça dit bien ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est la première leçon, c'est qu'on ne veut pas penser l'immigration. On ne veut pas bâtir une politique qui marquerait en fait une prise de position. Parce que moralement, ça suppose déjà un certain courage, ça suppose une certaine constance. On se priverait de cette souplesse dont on a besoin au gré des événements politiques. Seulement, ça n'est pas sans conséquence politique. La conséquence politique, c'est quoi? C'est que les gens voient qu'aujourd'hui, l'immigration, c'est le fait accompli. C'est le fait accompli, c'est que le migrant illégal vient s'installer en France ou en Europe sans demander la permission. Il monte sur un bateau, il se saborde volontairement, il se fait repêcher par des humanitaires qui vont avoir cette communication bruyante en direction des États. Vous n'avez pas de cœur, il faut que vous les preniez. Voilà. Et ça, c'est leur laisser-passer, c'est le ticket d'entrée pour l'Europe. Voilà. Donc tricher, c'est gagner. C'est ça la grande leçon de cette histoire de l'Ocean Viking. Et à la loterie européenne, il se trouve que la meilleure table pour jouer, pour gagner, c'est la France. C'est là que vous avez le plus de chances d'obtenir l'asile. Par rapport à l'Allemagne, si vous êtes albanais, vous avez 10 à 12 fois plus de chances d'avoir les papiers en France qu'en Allemagne. Ça se passe de commentaires. Alors, en plus, regardez ce qui s'est passé à Gien
depuis hier. Gien, Presqu'île, donc c'est là où sont nos 230 migrants de l'Ocean Viking. Depuis hier, ils passent un à un devant le JLD, le juge des libertés et de la détention, parce que comme ils sont retenus à leur corps défendant depuis 96 heures, la loi impose qu'ils soient présentés à un juge. Eh bien, il y en a 4 qui ont été libérés pour vice de procédure. Et alors Charlotte m'expliquait que le vice de procédure, simplement, c'est que l'entête du papier, je crois, le centre de rétention, entre guillemets, n'était pas le bon mentionné. Les papiers arrivaient d'un autre endroit, Gien étant réquisitionné depuis très peu de temps. Voilà, il n'y avait pas les bons formulaires. Et quand vous dites libérés, libérés où? Ah ben libérés, c'est-à-dire voilà, ils sont en France. Donc ces gens entrent illégalement en France, hors de toute procédure d'asile, et sur un coup de force humanitaire, et les voilà en France. C'est ça la politique de l'immigration, l'immigration du fait accompli, c'est ça. Le fait accompli, c'est aussi de nos dirigeants. Sur le registre, par exemple, de la dépense publique, on apprend incidemment aujourd'hui que la France a accueilli depuis février 106 000 Ukrainiens pour un coût de 579 millions d'euros. Le chiffre a fait bondir. Voilà, c'est pas mal, 600, c'est 1 millième quand même du budget prévu pour l'année prochaine. C'est quand même pas anecdotique. Dans le même registre, la mairie de Paris va voter demain une subvention de 100 000 euros à l'association SOS Méditerranée. Et elle fait ça depuis 2016, tous les ans, 100 000 euros. Allez dire, joie pour les Parisiens qui vont voir leur taxe foncière bondir de 52% l'année prochaine. Ils voient à quoi est employé leur argent. Vous voyez, genre de choses qui quand même nous laissent un petit peu pantois. Et puis il y a le fait accompli, c'est aussi ce nouvel argumentaire, Mathieu nous en a parlé hier, qui consiste à dépolitiser l'immigration, à dire, puisque la jeune Afrique s'efforce de venir dans notre vieille Europe, pour nous servir de chair à retraite, comme j'ai dit tout à l'heure, mais comment l'en empêcher ? Comment l'en empêcher ? Alors embrassons cette fatalité, acceptons l'inévitable et laissons nos dirigeants gérer le phénomène. Voilà. Et le paradoxe, c'est que vous vous opposez à ça, c'est vous qui êtes dans le déni de réalité. Vous voyez comme c'est magnifique. Alors, mais n'est-ce pas finalement la réalité ? N'a-t-on pas intérêt à accompagner les événements plutôt que de les subir ? Voilà, vous êtes une pragmatique, Christine, Absolument. je le vois dans vos yeux. Voilà. Donc, alors, il se trouve que l'Union européenne, depuis 2 ans, prépare un pacte migration et asile qui vise un petit peu à rénover nos dispositifs, notamment le dispositif Dublin qui fait que... on en parle depuis 2020, voilà, ça. Vous attrapez un migrant qui est entré en Europe par la Grèce. Bon, la France doit le renvoyer à la Grèce. Et c'est sur la Grèce ou sur l'Italie, les pays primo-arrivants, que toute la charge migratoire repose. Ça n'est pas normal, il faut changer ça. Donc, ce pacte migratoire et migration et asile, veut organiser une répartition un peu plus, à l'échelle de l'Union européenne, quelque chose d'un petit peu mieux fait, avec un filtrage à l'arrivée, donc sur le sol européen, soit dans les pays tiers avec qui nous travaillons. Par exemple, la Turquie, les pays du Maghreb, demain les pays subsahariens, le Nigeria, le Soudan, etc., qui seront comme ça des sortes de premières barrières. Voilà. Mais alors, d'abord, tous les États européens ne sont pas d'accord avec ce pacte migration et asile. Et la Commission européenne fait comme si ça n'existait pas. Fait comme si les Polonais, les Hongrois trouvaient ça formidable, ce pacte migration et asile. Et parmi les États qui veulent ce pacte, alors le problème, c'est que là, on n'a pas forcément consulté les populations. Vous a-t-on demandé votre avis sur ce pacte migration et asile ? Là, on touche les limites de la délégation de souveraineté à la Commission européenne. Donc, quelques remarques pour finir. D'abord, l'Europe ne peut pas faire l'économie d'un débat sur l'immigration. Ça suffit de dire que ce n'est pas un sujet politique. Ça suffit de dire que c'est une fatalité. Ça n'est pas le cas. On ne peut pas être la forteresse qui donne envie à toute l'Afrique sans, soit on lui en donne l'accès, soit en tout cas on organise les choses. On ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas 40% des adultes d'un continent d'1,3 milliard d'habitants qui ne voulaient pas venir en Europe. C'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà. Donc pourquoi on fait envie ? Regardons ce qui se passe chez nous. L'AME, vous prenez l'aide médicale d'État, donc droit à des soins gratuits pour des gens en situation irrégulière en France. Les Américains regardent ça, ils hallucinent complètement. Comment gèrent-ils ? Les Américains, leur immigration illégale, pas d'aide sociale. Seuls ceux qui réussissent le mieux restent. Les autres s'en vont et reviendront. Ils retenteront leur chance. Mais voyez, ça suppose une vraie réflexion sur notre modèle social et notre attractivité. C'est exactement ce que dit Gérald Darmanin aux Anglais dans La Voix du Nord ce matin. Il leur dit vous devez rendre votre territoire moins attractif. Eh bien, prenons ce conseil pour nous-mêmes. Enfin, dernière réflexion. Historiquement, l'Europe a eu sa soupape migratoire. Ça a été les États-Unis au XIXe siècle. Est-ce qu'on peut dire à l'Afrique qu'elle n'a pas le droit d'avoir la même ? Sans doute parce que le monde aujourd'hui est peut-être plus fermé. C'est en tout cas un des arguments qu'on peut opposer à la situation. Merci beaucoup Dimitri.